Hello à tous. J'ai posé quelques questions avant, mais juste pour me représenter vite fait, donc je m'appelle Carla, alias Carlita Crypto sur les réseaux sociaux. J'ai monté récemment une chaîne YouTube où je parle vulgarisation, démocratisation, Web3, crypto-monnaie. Et à côté de ça, je bosse pour Pirates Labs, qui est un incubateur Web3, en gros, startup studio, où en fait, on va aider des entreprises à se lancer. Donc, j'ai ces deux casquettes et avec ces deux expériences, je commence à connaître un peu plus le Web3 et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une chronique puisque Agathe m'a laissé un créneau. Donc, sur un peu la base des tokenomics, alors on ne va pas tout voir parce que déjà, je vais essayer de faire ça en 10 minutes pour qu'on puisse se laisser 5 minutes de questions-réponses. N'hésitez pas à dès maintenant poser vos questions dans les commentaires. De toute manière, je les vois sur le côté, donc je les prendrai dès que je m'arrête. Juste, je les prends pas au fur et à mesure, sinon je me perds dans ce que je suis en train de vous raconter. Mais du coup, voilà, je vais vous expliquer un peu la base et après, si vous avez des questions sur ce que je raconte, n'hésitez pas. Donc, du coup, tokenomics, en gros, déjà, le terme référence à token et economics, en gros, c'est, on va se poser la question de, c'est quoi l'économie d'un jeton ? Et on va pouvoir retrouver tous ces détails-là en général dans un white paper, donc un livre blanc d'un projet. On va y trouver l'objectif du token, l'attribution, la politique, etc. Et ça va nous permettre de répondre à plusieurs questions. Donc, à quoi est-ce qu'il sert le token? Comment est-ce qu'il est réparti entre les différents acteurs? Comment est-ce qu'il va être créé? Comment est-ce qu'il va être distribué, etc. Déjà, en premier, avant de rentrer plus dans le sujet des modèles de tokens, etc., je voulais vous parler de la token supply. En gros, la token supply, c'est le nombre de tokens qui est disponible dans un projet et les changements qui sont à venir sur ce nombre de tokens disponibles dans un projet. Il existe donc 3 sortes de token supply. Il y a la circulating supply, la total supply et la max supply. La circulating supply, c'est les tokens qui existent et qui sont à un instant T en circulation et donc ils vont pouvoir être échangés librement. Sont exclus de la circulating supply les tokens qui sont stackés, vous savez, les tokens qui sont mis en jeu pour faire marcher un consensus qui est le proof of stake. Donc sont exclus ces tokens-là. En gros, c'est vraiment tous les tokens qu'on peut échanger, qu'on peut s'envoyer directement les uns les autres. Après, donc il y a la total supply. La circulating supply, ce que je viens de vous parler, c'est une fraction de la total supply qui est plus grande en fait. La total supply, donc c'est la quantité de tokens existants en circulation ou bloqués dans des smart contracts. Et en gros, ça va représenter l'ensemble de tous les tokens qui ont déjà été créés, moins juste ceux qui ont été brûlés. Donc, le burn, c'est un mécanisme, on reviendra dessus si vous avez des questions sur ça, c'est un mécanisme en crypto qui permet, on va dire, pour simplifier vraiment, de supprimer des jetons et du coup, ils ne font plus partie de la total supply. Et enfin, vous avez la max supply, qui est là la quantité de tokens qui existera dans le cadre d'un projet. Voilà, en gros, c'est vraiment l'offre maximale, c'est le nombre maximum de coins ou de tokens qui seront mis en circulation. Et une fois l'offre max atteinte, on ne peut plus créer, on ne peut plus minter des nouveaux tokens, etc. Et le meilleur exemple de la max supply, c'est Bitcoin, puisque vous savez très bien, si vous êtes en tout cas déjà dans les crypto-monnaies et dans le Web3, vous savez très bien que Bitcoin, c'est 21 millions max supply et il n'y en aura pas un de plus. Voilà, donc ça, c'était la base sur le niveau token supply. Ensuite, ce qu'il faut essayer de comprendre pour comprendre tout ce qui est tokenomics, c'est market cap. Donc, en gros, market cap, c'est capitalisation de marché et c'est un indicateur qui va mesurer la valeur, on va dire, marchande d'une crypto-monnaie. La capitalisation, donc, elle va se calculer en fonction de la valeur des tokens qui sont actuellement en circulation à un moment T, fois, donc en gros, le volume total, elle va se calculer avec le volume total des tokens en circulation, donc la circulating supply, ce que je vous parlais juste avant, fois le prix actuel du token. Donc, si on a un token qui a, je ne sais pas moi, 19 millions de tokens en circulation et qui vaut 1 euro, vous avez compris que le market cap, ce sera 19 millions. Et en gros, donc ça, c'est le calcul pour calculer la capitalisation boursière. Et donc, ça va être un indicateur. C'est pas un truc c'est un truc qu'il faut regarder, mais il ne faut pas regarder que ça. C'est un indicateur qui est utilisé très souvent pour savoir quelle crypto domine le marché. Et c'est pour ça que quand vous regardez les sites comme CoinGecko ou CoinMarketCap, vous avez un classement. En fait, le classement des 1, 2, 3, 4 cryptos, ils sont faits par directement quel est le plus gros market cap.
Et il faut faire assez attention à ça parce que, la capitalisation, donc le market cap, il n'est pas forcément lié avec, la valeur, du token ou du projet. Hem Par contre, c'est vrai qu'au plus le market cap est élevé, au moins, les risques sont élevés parce que, tout simplement, on va réduire un problème qu'on appelle le problème de liquidité. En gros, si le volume, que vous échangez sur une crypto-monnaie est très faible, alors on dit que la crypto-monnaie, elle est illiquide. C'est difficile, d'acheter et de vendre, des actifs, au prix qui sont désirés puisque, on ne trouve pas d'acheteurs ou de vendeurs au prix où on souhaite, vendre. Alors que, quand, la market cap est élevée, il y a beaucoup de liquidité et donc, si, aujourd'hui vous allez sur une plateforme, d'exchange et que vous, mettez vendre, je ne sais pas moi, un bitcoin, au prix, du marché, vous allez tout de suite trouver un acheteur. Que sur des crypto-monnaies qui sont illiquides, c'est pas le cas. Hem Et après, vous avez, juste une dernière notion que je vois souvent, en gros, sur les sites CoinMarketCap et cetera, et personne ne sait trop, ce que c'est. Genre même moi, j'étais là en mode, «Bon, c'est un peu bizarre», et c'est ce qu'on appelle le fully diluted market cap. Donc en gros, ça, c'est la vision de la masse monétaire maximale d'un écosystème puisque, en fait, elle va pas se calculer en multipliant la circulating supply par le prix du token comme on l'a vu pour le market cap, mais elle va se, calculer en multipliant la max supply, donc la maximum supply et le prix du token. Voilà en gros pour les bases. Après, ce que je voulais vous dire, je vois pas trop de questions dans le chat, donc n'hésitez pas. Hello aux nouveaux qui nous rejoignent. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est donc en gros, il y a 2 modèles de tokens, on va dire. Il y a le modèle inflationniste où là, vous n'avez pas de limite d'offre maximale, où le token peut être créé à l'infini et vous avez une inflation et donc une dévaluation du token. Et on peut même citer pour ce cas inflationniste la monnaie fiat, clairement l'euro, le dollar, etc. Et en général, par contre, quand les modèles de tokens ils sont inflationnistes, très souvent, ils essaient d'avoir des mécanismes déflationnistes, donc de burn ou de buyback. En gros, pour faire simple, c'est juste, on va dire, retirer des jetons de la circulating supply. Donc ça, c'est le premier modèle qui est inflationniste. Et vous avez le deuxième modèle qui est déflationniste, où là, en gros, l'offre maximale, elle est limitée sans possibilité de modifier la limite. Et cette offre limitée, elle va créer une demande naturelle et donc elle va éliminer l'inflation. Et en gros, donc, si vous comprenez, genre, vous avez un token, si la supply, elle augmente, c'est-à-dire si vous avez de plus en plus de tokens, c'est que le truc est inflationniste. Et si vous avez un token au départ qui part là et que la supply, au fur et à mesure, elle diminue, c'est que vous avez un token qui est déflationniste. Je vais vous prendre 2 exemples qui sont les plus parlants. Le premier, c'est le BNB qui est le token utilisé par BNB Chain et la plateforme Binance, puisque en vrai, voilà, Binance, sur ce token-là, il possède pas mal de mécanismes de burn. Et du coup, en fait, il burn tellement de BNB qu'au fur et à mesure, la supply, elle diminue. Et vous avez un autre exemple d'un token qui est plus inflationniste, mais je dirais à inflation contrôlée, c'est le Bitcoin, puisque vous savez que le modèle du token, donc en gros, fait que Bitcoin, toutes les années, il y a des mineurs qui minent du Bitcoin, donc qui créent des nouveaux Bitcoins, et donc la demande augmente. Mais c'est une inflation qui est contrôlée sur Bitcoin, puisqu'on sait que ça a une limite, vu qu'il y a la limite des 21 millions. Je ne sais pas si vous avez, des questions. J'essaye de vraiment, faire, je vois qui dit: «Ouais, on sent l'experte en vulgarisation». J'essaie de faire simple parce que je sais que c'est des notions qui sont un peu compliquées et c'est vrai que pour un débutant, dans la crypto, dans le web3 en général, c'est pas toujours évident à comprendre, et pour vous dire un truc, je pense que même, les 3/4 des gens ne savent pas ce que c'est. Ils regardent CoinMarketCap, ils vont voir le prix du token, mais ils vont absolument pas regarder la market cap ou les choses comme ça. Donc mais je pense que c'est des notions qui sont, assez, importantes. Après, je voulais juste vous parler d'un truc qui est très méconnu. C'est tout ce qui est allocation-distribution. C'est en gros une décision stratégique que les personnes doivent prendre et qui doivent, ils doivent décider en gros, quand vous lancez un projet, un token, comment est-ce que ces tokens-là, ils seront distribués sur le marché. Il y a 2 façons d'atteindre le marché. Le premier, c'est ce qu'on appelle le fair launch. C'est un lancement équitable. En gros, c'est le token va être extrait, détenu et régi par la communauté ou l'utilisateur. Il n'y a pas de prévente. Il y a l'exemple de Alpaca Finance, pour ceux qui connaissent, qui avait fait ça.
Et puis, donc, la deuxième façon d'atteindre le marché, c'est de faire ce qu'on appelle un pre-mined. Vous m'excuserez pour mon accent horrible en anglais, ou pre-mining. Et en gros, ça se définit par le fait qu'une partie des unités des crypto-monnaies, elles vont être mintées et distribuées avant le lancement officiel de la crypto-monnaie. Et donc là, vous avez un nombre de tokens qui est vendu et distribué, en fait, tout simplement pour lever des fonds. Il y a plusieurs formes on peut lever des fonds avec un token de différentes manières. On peut lever en ICO, en IEO, en ITO. J'avais fait une vidéo sur ça sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à la regarder si ça vous intéresse. Et on peut lever aussi tout simplement en pre-seed, en seed sales, en private sales, etc., en strategic round, public round, etc. Il y a plein de choses qui existent. Et comme disait Agathe tout à l'heure, des fois, il y a des boîtes qui peuvent soit demander une part d'equity, c'est-à-dire une part de l'entreprise pour mettre des fonds dedans, soit maintenant avec tout ce qu'on a comme nouveauté sur la blockchain, la crypto-monnaie, il y a des entreprises qui vont dire, voilà, moi je veux lancer une crypto, je veux lancer un token, mon projet c'est ça, j'ai besoin de tant d'argent pour lever des fonds, si tu me donnes cet argent, moi je te donne des tokens, et donc c'est ce qu'on appelle le pre-mining. Donc il n'est pas seulement fait en ICO où là, vous savez que c'est public, c'est nous les retail où on peut investir, mais il y a aussi ce truc de pre-seed sales, seed sales, etc. Voilà, quand on fait juste peut-être une parenthèse, ça fait déjà pas mal de temps que je parle, j'ai l'impression. Juste, je voulais aussi revenir sur le truc de pre-mined, pre-mining. En gros, il y a un truc qui a assez son importance, c'est ce qu'on appelle le vesting. En gros, c'est tout le processus de libération des jetons après la période de verrouillage qu'on appelle lock-up. Et c'est hyper, en gros, c'est hyper important puisque ça va être un mix entre la durée et la quantité des jetons que la personne a acquis. Je peux vous donner l'exemple de Illuvium. Donc, en gros, les tokens, donc Illuvium, ils ont un token qui s'appelle ILV. Et donc, à l'époque, ça avait été attribué à l'équipe, aux investisseurs, etc. Et en gros, ils sont progressivement libérés sur 12 mois à compter de mars 2022. Et du coup, l'offre en circulation, elle va être multipliée par 6 parce que on va passer de 1 à 6 millions de tokens, puisque là, il y avait 1 million qui était en circulating supply. Sauf qu'au fur et à mesure, comme on débloque ces jetons des portefeuilles des investisseurs, etc., et de la team, en gros, la circulating supply, elle augmente. Et du coup, pour info, il y avait les investisseurs donc en pré-seed et en seed, ils ont acheté des tokens. Je crois respectivement, c'était à 1 $ et 3 $. Et du coup, il y a eu un moment donné où le token, il valait plus de 600 $, je crois, c'est monté jusqu'à 600, un truc de fou. Et du coup, vous vous doutez bien que dès que les gens ils reçoivent leurs tokens qui sont bloqués, ils ne vont pas les garder puisqu'ils ont été bloqués là, ils viennent d'être débloqués. Et du coup, ils voient que le token a fait fois je ne sais pas combien, bien évidemment qu'ils veulent le revendre. Et donc, ils vont le revendre sur le marché et souvent, c'est pénalisant pour le cours du token parce qu'ils vont introduire sur une courte période, en gros, une inflation qui est massive et donc qui est associée en fait à la prise de bénéfices des investisseurs ou de l'équipe, etc. Donc, juste quand vous regardez la tokenomics d'un projet, regardez bien regardez bien le calendrier en fait de libération des tokens pour être sûr de ne pas être l'exit liquidity des gens qui en fait ont investi au départ et qui là revendent les tokens puisqu'ils ont été débloqués. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. On ne va pas parler de utilité token, je suis désolée, c'est un sujet très intéressant aussi, mais j'ai pas trop le temps et puis je ne vais pas prendre toute la place. Mais si ça vous intéresse, je sortirai très certainement une vidéo bientôt sur ma chaîne sur les utilités token. Et voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat, je vais prendre. Il y a Éloi qui nous dit, il y a Agathe qui revient. Voilà, parfait. Ah, je t'entends plus. On t'entend pas, Agathe. Allez tous, c'est bon là. Allez tous vous abonner à la chaîne de Carlita Crypto, évidemment, pour voir la suite sur les utilités de tokens. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Moi, j'avais une question. Après, on va prendre ça des lois, mais j'avais une question juste sur la dernière chose que tu as dite. Donc, cette inflation massive qui arrive lorsqu'il y a le vesting, est-ce que c'est pas un peu inévitable? Vu que de toute façon, là pour l'instant, c'est en faisant du vesting qu'on finance les projets. Et donc, il y a forcément un moment où il faut les libérer. Et en général, ils le font petit à petit, mais bon, ça va de toute façon quand même
Ouais, alors bah, c'est pour ça que tu as, enfin pour moi, c'est pour ça que tu as les deux façons de faire. C'est toi de distribuer toi la commu, mais si tu as besoin de lever des fonds, forcément, bah, tu vas chercher des fonds et tu auras, enfin les gens qui prennent, qui lèvent des fonds en token, du coup, auront un vesting. Alors, est-ce que c'est pas inévitable? Donc c'est évitable si tu passes par une autre manière. Je veux dire, Alpaca Finance, pour le coup, eux, ils ont réussi à éviter ça. Et Mm. après, il y a toujours, en fait, c'est tout, enfin, faut faire attention. C'est-à-dire que il y a un moment donné où les gens veulent sortir du projet et si les gens sortent, ils ont investi au début, ils sortent quand le token est super haut et en fait, bah, la valeur, l'utilité du token, elle vaut pas du tout ce prix-là entre guillemets auquel il est. Bah, toi, tu vas juste, enfin, les gens vont dump sur toi en gros les tokens et toi, en Mm. petit retail, enfin, moi, je parle en mode retail pour l'instant, je parle pas en mode investisseur. Mais du coup, bah, en tant que retail, tu vas te retrouver à acheter des tokens. Au final, il y a une énorme pression vendeuse et du coup, le token va se cracher. Donc, tu es en train d'acheter un couteau qui tombe, quoi, clairement. Ouais. Donc, tu as des. Après, voilà, il faut mesurer. Après, il y a des trucs aussi où bah, la libération des tokens a été très, très bien faite. Il y a beaucoup de mécanismes de burn ou des choses comme ça. Et du coup, bah, le token va peut-être pas perdre de la valeur. Ou il y a peut-être des choses qui font une utilité assez conséquente qui fait que le token se retient derrière. Voilà, Merci. de Alors, rien. Eloi, je te laisse répondre. Du coup, et Loa qui nous dit, selon toi, il y a un modèle plus sain qu'un autre en ce moment. L'économie classique nous dit que 6% d'inflation, c'est cool, mais les taux économiques sont souvent à 13%, soit en mass burn. Euh, Selon toi, il y a un modèle plus sain qu'un autre en ce moment. Il n'y a pas de modèle plus sain qu'un autre. En fait, ça dépend vraiment, je pense, du projet, de l'utilité de ton token. Ce qui est sûr, c'est que, en fait, pour la tokenomics, en gros, c'est un outil qui va nous permettre d'aider à savoir quand, entre guillemets, investir. Mais c'est un outil, tu ne peux pas te baser que sur ça, en fait. Et en gros, tu es vraiment obligé de regarder l'utilité d'un token. Et c'est vraiment ça, je pense, qui va définir que bah, oui ou non, c'est sain ou c'est pas sain. Si tu as un token qui ne sert pas à grand-chose ou que tu vois qu'on lui a inventé des utilités, ben là, pour le coup, c'est pas sain du tout. Surtout qu'en plus, si tu as beaucoup de. Enfin, si tu es en pré-mining, tu as plein de gens qui vont sortir, etc., puisqu'ils vont s'apercevoir que l'utilité n'est pas là. Après, si tu as une grosse utilité du token, mais que bah, c'est quand même qu'ils l'ont lancé en pré-mining, bah, c'est pas très grave, puisque à un moment donné, cette utilité-là va donner de la valeur au token. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien Yes. compris la question, mais j'ai essayé de répondre comme je pouvais. Si, et d'ailleurs, depuis, c'est remarquable, merci beaucoup depuis le début. Il y a Miro aussi qui soutient. Tu as été très très clair. Moi, j'ai appris plein de trucs. Alors, on a Stéphane Donabédian qui avait parlé aussi de la LP, du liquidity providing, c'est ça? Mais t'en as peut-être un petit peu parlé quand même, non? J'en ai pas trop parlé des liquidity providers, mais après, je sais pas dans quel cadre il dit que c'est hyper important, si c'est pour un projet ou sur un token ou sur une plateforme d'échange. Pour moi, liquidity provider, c'est plus quand on va donner de la liquidité sur une plateforme d'échange ou des choses comme ça. Donc, je t'avoue que je sais pas trop, mais oui, Moi, effectivement, ça me paraît plus être un sujet de DeFi. oui, Après. c'est ça, c'est ça. En gros, je pense qu'il a dit ça quand j'ai parlé, à un moment donné, j'ai parlé du market cap et je disais que quand tu rentrais sur une crypto-monnaie, elle pouvait être liquide ou illiquide. Et c'est dans ce cas-là, je pense que les liquidity providers sont hyper importants parce qu'effectivement, si on n'a pas de LP sur que ce soit des DEX ou des exchanges, si on n'a pas assez de liquidity provider, on n'a pas le token n'est pas assez liquide et du Ça coup, va être voilà, ça bloqué, c'est ouais. d'ailleurs, Stéphane, tu parles, tu dis oui, DeFi. Effectivement, c'est un sujet. Alors, le pôle DeFi de Pirates Labs, pour le coup, est beaucoup plus averti que moi sur ces sujets-là. Et d'ailleurs, je vous invite tous, si vous êtes dans la région parisienne, on fait un événement demain soir sur la DeFi et on va annoncer de très belles choses. Donc, si jamais vous êtes sur la région parisienne, je vous invite à venir à Levallois-Perret. Si jamais vous n'êtes pas sur la région parisienne, pas de souci, parce que je suis là et je mettrai en place un live que vous pourrez tous suivre. Et donc, je pense que c'est une table ronde où il y a plusieurs personnes de justement la DeFi. Ils vont parler de liquidity providers, de market makers et de tous ces sujets-là DeFi. Ouais, superbe les conférences Pirates Live. J'étais à celle de Bitcoin il y a
2 semaines peut-être ou 1 semaine, je sais plus. Mais c'était vraiment, vraiment ça, 1 semaine. Le temps passe, voilà. C'était vraiment, en fait, à la fois, tu sais, je suis remplie et en même temps, ça passe trop vite. Ouais, C'est voilà. Donc j'ai incroyable. plus de notion du temps, mais c'était vraiment trop, trop cool, vraiment, superbe et c'est super sympa de nous partager ça en live pour ceux qui sont comme moi, partis. Moi, je suis dans le sud, là, ça y est, je suis en Espagne. La chance. Heu, on avait, une autre remarque de Stéphane, Donabédian. Il est plus intéressant d'acheter après le launch pour une ICO. Si les ICO ne se lancent pas, c'est qu'elles savent que pendant un bull run, les gens achètent tout et n'importe quoi. Un achat de round 1 et lock et vesting se trouve plus cher après le launch de l'ICO. Oui, bah, en gros, de toute façon, n'importe quel projet, soit tu achètes très tôt, soit après, bah, c'est un peu du chartisme où tu dois attendre que ça soit calmé. Ouais, après pour les ICO, en fait, ça peut être une très bonne comme une très mauvaise idée. Je veux dire, les personnes qui n'arrivent pas forcément à lever des fonds en equity ou à lever des fonds auprès des investisseurs privés, elles vont chercher de l'ICO. Ou alors, elles ont un peu levé sur des sites avant en token, mais pas assez, donc elles veulent aller chercher de l'ICO. L'ICO, c'est genre un truc qui est très bien pour certains projets et qui est très mauvais pour d'autres projets. Ça va dépendre de ton projet, de ton token, etc. Effectivement, il y a eu un moment donné, je crois que c'était en 2017, la période où il y avait le pic des ICO. Tu investissais, le truc faisait x15 au lancement et tu prenais des bénéfices. C'était génial. Le problème des dernières ICO qu'on a eues, c'est que, comme vous savez tous, les crypto-monnaies, les tokens suivent pas mal le cours de Bitcoin et on est dans un marché qui est très compliqué. On peut même le dire, on est dans un bear market, clairement. Et du coup, quand les ICO, les tokens des ICO sortent, forcément, ils se crashent. Il y a plusieurs, je pense qu'il y a plusieurs raisons possibles. La première, c'est que quand il y a une ICO où il y a tout le monde qui peut rentrer, il y a tout le monde qui rentre sur l'ICO. Qui va acheter quand ça sort? Enfin, je veux dire, tous les gens qui voulaient acheter le token sont rentrés en ICO. Qui va clairement racheter le token quand ça sort? Personne. Et c'est ça qui fait que les gens vendent, mais les autres n'achètent pas. Et donc, le cours dégringole. Voilà. Ouais, mais ça reste en général temporaire. S'il y a un vrai projet derrière, ça remonte Voilà. après. Et donc, en fait, ça peut être pas mal d'acheter quand c'est dans ce flou. Il y a des gens qui savent très bien faire ça, mais faites attention. Et c'est pas des conseils Ouais, d'investissement. voilà, déjà, c'est Voilà. tout ce qu'on a dit n'est pas un conseil en investissement. Et en plus de ça, ouais, ça peut être un bon truc d'investir en ICO, d'investir juste après une ICO si elle se crache et si on est persuadé que le projet est ouf et que ça va marcher et qu'on a tout étudié, les gars, deep dive max avant. Et donc, si on est sûr, on peut vraiment rentrer dans ces phases-là. Ouais. Alors, on a Miro qui s'enjaille du fait qu'il y a un live pour votre Yes, compte à Pirates Lab. Du coup, c'est sur quelle chaîne YouTube? Est-ce que ça sera sur celle de Pirates Lab ou la ouais, tienne? ce sera sur la chaîne YouTube de Pirates Labs qui s'appelle Pirates Land, donc PYRATZLAND. Voilà. Ok, Et, super. Bah, n'hésite pas à mettre le lien aussi sur YouTube ou sur LinkedIn, comme ça, parce que moi, je dis toujours que je le fais, mais je t'avoue que j'oublie toujours. Mettez vos liens. Chloé aussi qui est passée avant, si vous voulez mettre vos liens en commentaire, n'hésitez surtout pas pour qu'on vous mais, retrouve. du coup, je suis obligée de passer par LinkedIn là pour mettre un message, non? Je crois que tu peux publier directement depuis ici, et sinon, ouais, sur LinkedIn. Parce que d'ici, je ne crois pas que je peux. Enfin, j'ai pas le petit bouton. J'ai que le chat privé d'ici. Ah, ok, ok. Bon, bah Mais, écoute, sinon, je vais passer par LinkedIn. Je vais devoir trouver. Je vais trouver le mail. ça marche. En tout cas, bah écoute, merci beaucoup, Carlita Crypto. Allez la suivre. Même sur LinkedIn, tu fais un peu de contenu aussi ou pas? Pas Ouais, encore. sur LinkedIn, en fait, là, je suis en train de faire du contenu partout. Donc, il y a tout ce qu'on fait déjà avec Pirates Labs et je les aide pas mal sur tout ce qui est content. On a sorti des super podcasts sur la DeFi, sur des stablecoins et tout. Genre, donc, vraiment, allez voir la chaîne YouTube que je vous ai mis en commentaire, c'est génial. Et après, côté Carvita Crypto, je fais donc du YouTube. Je me suis lancé un défi, c'est de faire un TikTok par jour pendant 30 jours. Donc, je suis sur TikTok maintenant. Bon courage et je pense que ça va marcher. Ça marche en général quand on Voilà. fait ça, hein. Et sur LinkedIn, je ferai un post tous les jeudis. D'accord, bah, c'est super, c'est un post tous les jeudis. Bah, très bien, très bien. Écoute, bah, merci beaucoup d'être venu, c'est Merci super à cool, toi. c'était vraiment génial et puis, à une prochaine fois, tu reviens quand tu veux nous présenter ce que tu veux, voilà. Tu as une carte, je t'envoie un NFT virtuel, enfin, il est tellement virtuel qu'il existe même pas, tu as une carte d'abonné à cette émission. OK, trop cool. Merci en tout cas et les autres, n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis dispo, sur tous mes réseaux sociaux, Carlita Crypto partout. Voilà.
Ciao. Bisous, à plus.